Une caméra de surveillance filme un homme qui traverse le hall d'un hôtel d'Auckland. Il pousse un chariot avec 2 valises dessus. Il marche normalement, pas pressé, pas nerveux. Il ne regarde même pas autour de lui. C'est juste un type qui déménage ses affaires, rien d'inhabituel. Sauf que dans l'une de ses valises, il y a un corps humain. Et ce qui rend ces images insupportables à regarder, c'est à quel point tout paraît banal. Personne ne s'arrête, personne ne lui demande quoi que ce soit. L'employé à la réception le regarde passer sans broncher. Il sort de l'hôtel, ouvre le coffre d'une voiture de location, charge les 2 valises, referme le coffre, monte dans la voiture, puis démarre, comme n'importe quelle personne qui vient de récupérer ses bagages. Sauf que ce qu'il transporte n'a rien à voir avec des vêtements ou des affaires personnelles. Et ce qui s'est déroulé dans sa chambre avant qu'il ne descende avec cette valise, c'est quelque chose qu'il va passer des jours à essayer de cacher. Et il y a une très bonne raison à ça. Le 1er décembre 2018, les caméras de surveillance de la ville d'Auckland suivent une jeune femme et un homme pendant plus de 3 heures, de bar en bar, à travers le centre-ville. Les images les montrent heureux. Ils rigolent et s'embrassent comme n'importe quel couple qui passe une très bonne soirée. Un peu plus tard, les caméras du City Life Hotel, situé au 171 Queen Street, les capturent ensemble dans l'ascenseur de l'établissement. Peu après, Grace Millane sort du champ, et elle ne réapparaîtra pas. Ou pas exactement comme tu l'imagines. Pour comprendre comment elle s'est retrouvée là ce soir, il faut remonter quelques semaines en arrière et traverser la moitié de la planète avec elle. Parce qu'il se trouve que Grace n'est pas de nationalité néo-zélandaise. En réalité, elle est britannique. Elle a grandi à Wickford, dans l'Essex, à une 50aine de kilomètres à l'est de Londres. Son père, David, est à la tête d'une entreprise de construction familiale bien connue dans la région. La famille Millane est donc à l'aise financièrement, en plus d'être très soudée. À tel point que même moi je me demande pourquoi j'en parle. Grace a 2 frères, dont elle est très proche, et elle considère sa mère, Gillian, comme sa meilleure amie. Elle suit un parcours scolaire classique. Elle fait ses études à l'université de Lincoln, puis décroche une licence en publicité et marketing. Mais avant même de rentrer chez elle après l'obtention de son diplôme, elle a déjà décidé de ce qu'elle allait faire ensuite. Une année de césure. À 21 ans, Grace veut absolument voyager, découvrir le monde. C'est très commun chez les Britanniques. Ceux qui en ont les moyens partent souvent une année pour voyager, tout en travaillant si nécessaire. En général, cette année de pause se fait d'entrée à l'université, mais pour Grace, ce sera après. Donc elle s'envole pour l'Amérique du Sud en octobre 2018. Et ce n'est là que la première étape d'un futur tour du monde minutieusement planifié pendant des mois. Elle passe 6 semaines à parcourir divers pays, le Chili, la Patagonie ou encore le Pérou, et sa famille voyage avec elle par procuration. Elle envoie des nouvelles à ses proches, souvent accompagnées de photos, chaque jour, ou presque. Le 20 novembre, Grace atterrit en Nouvelle-Zélande. Elle parcourt l'île du Nord durant 10 jours, et arrive à Auckland le 30 novembre, où elle s'installe au Base Backpackers, un hôtel sur Queen Street. Ce même soir, elle match avec un dénommé Jesse sur Tinder. L'homme envoie un premier message à 23h31, pour demander à Grace quels sont ses projets pour le week-end à venir. Elle répond qu'elle ne sait pas encore, en précisant tout de même que dans très peu de jours, c'est son anniversaire. Le 2 décembre 2018, elle doit fêter ses 22 ans. Le jeune homme lui propose aussitôt de lui offrir quelques verres pour marquer le coup. Il insiste pour qu'elle accepte et suggère Sky City comme lieu de rencontre. Grace finit par donner son accord, en disant qu'elle portera des Converse. Jesse lui répond que c'est très bien, et aux alentours de 3h du matin, ils ont fixé un rendez-vous pour la fin d'après-midi suivante. À ce moment-là, elle sait juste à quoi il ressemble à travers quelques photos, et ne connaît que son prénom, rien de plus. Le 1er décembre, vers 17h45, Grace arrive à pied à la base de la Sky Tower. Elle s'arrête devant un sapin de Noël illuminé installé dans le complexe Sky City. Elle prend une photo et l'envoie à sa famille, en y épinglant sa localisation exacte. Quelques minutes après, Jesse traverse la cour pour venir dans sa direction. Il a déjà bu plusieurs bières dans un bar un peu avant. Et bizarrement, il semble presque sur le point de faire demi-tour avant de continuer vers elle. Après, c'est Tinder. Un comportement bizarre, ça fait presque partie de la bio. Mais il se donne une accolade pour se dire bonjour, pendant que les caméras d'Auckland commencent à suivre leur trajet sans qu'il n'en ait réellement conscience. Grace et Jesse entrent dans Sky City pour s'installer au Andy's Burgers & Bar, un restaurant situé au premier étage. Ils commandent des cocktails et de la tequila. À ce moment-là, les images les montrent décontractées. Ils font connaissance autour de quelques verres et visiblement le courant passe bien entre eux. Vers 19h15, ils descendent Federal Street jusqu'au Mexican Café sur Victoria Street. Là-bas, ils se partagent 3 pichets de margarita et de sangria et en ressortent 1h15 plus tard. La soirée avance et ils ont déjà pas mal picolé. Mais apparemment, ils ont dans l'idée de continuer. Après avoir quitté le Mexican Café,
Grace et Jesse poursuivent leur périple jusqu'au Bluestone Room, où ils commandent une bière, 8 cidres et 2 shots de tequila. Mais on fait partie de la même espèce là ? Bon, depuis la petite table où ils sont installés, Grace sort son téléphone pour écrire à Amina, l'une de ses amies. Elle était étudiante à l'université de Lincoln avec elle, et elle a aussi décidé de partir en voyage, mais à Dubaï. Grace dit à Amina qu'elle est en rendez-vous avec le manager d'une compagnie pétrolière, et qu'ils s'entendent à merveille. Elle ajoute que Jesse compte venir à Londres l'année prochaine. Tout dans ses messages indique que Grace est à l'aise avec son match Tinder. Le problème, c'est qu'en réalité, elle ne sait que très peu de choses sur cet homme. Il y avait quasiment rien sur son profil Tinder, même pas son âge. Et sur Facebook, où ils ont continué à échanger, Jesse apparaît sous le nom Jesse Shane, sans nom de famille. Il est assez secret. Pourtant, il a vraiment tout mis en œuvre pour que Grace accepte de partir en rendez-vous avec lui. Si tu penses que tout ça pue, eh ben t'as raison. À un moment pendant la soirée, Grace se lève et s'éloigne quelques instants. Un moment dont Jesse profite pour afficher un comportement particulièrement déplacé, sous l'œil des caméras de l'établissement. Elle le filme alors qu'il attrape le sac à main de Grace pour l'ouvrir, et fouille à l'intérieur en prenant son temps. On sait pas ce qu'il cherche là-dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'il parvient à ne pas se faire prendre en le reposant calmement, juste avant que sa propriétaire ne revienne. Quand Grace réapparaît, il se lève, l'embrasse, et elle pose sa tête contre sa poitrine. Une confiance dont Jesse va profiter. À 21h40, le couple quitte le Bluestone Room et marche jusqu'au City Life Hotel à quelques rues de là. Une minute après, les caméras les capturent dans l'ascenseur, direction le 3e étage, chambre 308. Le lendemain, dans ce même couloir, Jesse sera à nouveau filmé, mais seul, avec 2 valises. Le 2 décembre 2018, c'est l'anniversaire de Grace, donc toute la matinée, sa famille la bombarde de messages. Sauf que personne ne reçoit de réponse. Au départ, ses proches ne s'inquiètent pas vraiment. En décembre, la Nouvelle-Zélande est en heure d'été. Il y a 13 heures d'avance sur le Royaume-Uni. Donc forcément, la famille et les amis de Grace se disent que le décalage horaire peut expliquer ce long silence. La jeune femme est en voyage après tout. Elle est peut-être occupée avec une activité quelconque, ou elle a peut-être des soucis avec son réseau. Il y a pas mal d'explications raisonnables auxquelles on peut penser dans ce genre de cas vu le contexte. Seulement les heures passent, et les messages envoyés restent non lus. C'est là que les proches de Grace commencent à s'inquiéter. Parce qu'ils la connaissent, elle et ses habitudes, auxquelles elle ne déroge quasiment jamais. Elle écrit aux membres de sa famille sur WhatsApp pratiquement tous les jours, depuis qu'elle est partie. Elle avait même prévu d'appeler sa mère en vidéo pour son anniversaire. En gros, cette absence totale de réponse ne colle en rien avec les rituels qu'elle a instaurés depuis le début du voyage. Et elle va s'étaler sur plusieurs jours. Le 5 décembre, 3 jours après l'anniversaire de Grace, la famille Millane prend donc la décision de signaler officiellement sa disparition à la police d'Auckland. Une enquête démarre. Mais rapidement, l'inquiétude monte, parce que l'hôtel dans lequel elle réside confirme qu'elle n'est pas rentrée depuis la nuit du 1er décembre. Elle n'est pas revenue dans sa chambre, et ses affaires sont toujours là, intactes. Elle devait quitter l'établissement le 8 décembre, le jour même où elle devait partir pour l'Australie. Or, à 3 jours à peine de son prochain départ, Grace demeure introuvable et injoignable. Pour dénicher enfin une piste et retracer ses derniers mouvements, les policiers passent en revue tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Et très vite, il tombe sur un commentaire laissé sur sa page Facebook la nuit durant laquelle elle a été aperçue pour la dernière fois. C'est un mot de Jesse qui lui dit qu'elle est belle et lumineuse. Les enquêteurs le contactent via Facebook et il se présente au commissariat de lui-même, en costume 3 pièces, parfaitement taillé, mouchoir qui dépasse du col. Ce qui ne se voit pratiquement jamais en Nouvelle-Zélande, ni dans un commissariat avant un interrogatoire. Cela dit, est-ce que c'est vraiment une surprise, vu les profils qui entrent dans les salles de police ? Quand Jesse prend la parole, il le fait avec assurance, et donne une bonne première impression. Questionné par la police, le jeune homme de 26 ans raconte le déroulé de sa soirée du 1er décembre avec Grace. Il cite les bars dans lesquels ils sont allés, et parle de la bonne ambiance qui régnait entre eux. Il indique aussi que vers 20h, ils sont partis chacun de leur côté. Après quoi, il est allé boire seul dans un autre pub. Il dit qu'il s'est enfilé une dizaine de verres avant de rentrer se coucher, et qu'il s'est réveillé le lendemain vers 10h, incapable de se souvenir de ce qu'il avait fait dans la nuit. Ce dont il est certain, c'est que des suites de cette soirée, il n'a plus revu Grace, et ne sait pas où elle a bien pu se rendre ensuite. Bon, nous on sait déjà qu'il ment, mais pour quelqu'un qui ignore tout ce qui s'est vraiment passé ce soir-là, son histoire tient la route. Et comme il a pas une gueule de tueur en série, on a encore plus envie de le croire. Évidemment, toi et moi on fait plus confiance à personne, c'est l'avantage du true crime. Même si l'inconvénient, c'est qu'on est en mode hibou avec des yeux ouverts toute la nuit maintenant. Mais bon,
Selon l'inspecteur chargé de l'enquête, sa version est très crédible. Les policiers notent même qu'à un moment, Jesse leur a demandé s'il était en train d'être arrêté pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Une question que pourrait poser un homme qui se sent injustement soupçonné. Pas vraiment un coupable. Avec l'expérience, désormais, on sait aussi que les mythomanes peuvent poser cette question. Sauf que ce que Jesse ignore, c'est que pendant qu'il s'explique, une équipe épluche des heures d'images de vidéosurveillance filmées dans tout le centre d'Auckland. Ils font ça pour vérifier qu'il dit vrai. Et ce qu'elle montre contredit sa version un point après l'autre. Et oui, les images de caméra prouvent que contrairement à ce qu'il a affirmé, il ne s'est séparé de Grace à aucun moment de la soirée. Ils sont entrés ensemble dans l'ascenseur du City Life Hotel, et après ça, la jeune femme n'a plus été aperçue par quiconque. Elle n'est pas ressortie de la chambre dans la nuit. Par contre, le lendemain matin, à 8h14, on peut voir Jesse quitter l'hôtel seul, et il n'a pas l'air d'avoir la gueule de bois. Or, rappelle-toi, il avait dit s'être réveillé vers 10h après une soirée arrosée, au point de lui avoir donné des trous de mémoire. Ce qui n'est visiblement pas vrai. À ce stade, les enquêteurs n'ont qu'une certitude. Jesse ment. Mais concernant le sort de Grace, la question reste ouverte, parce qu'ils n'ont pas encore de preuves directes qu'il lui est bel et bien arrivé quelque chose. Pour le moment, elle est simplement portée disparue. C'est finalement le téléphone de son rendez-vous Tinder qui va leur donner la réponse recherchée. À 1h30 du matin, le 2 décembre, quelques heures à peine après être entré dans l'hôtel avec Grace, Jesse a tapé Waitekere Ranges dans son moteur de recherche. Alors on dirait le nom d'un cocktail, mais la Waitekere Ranges, c'est une chaîne de collines boisées située à l'ouest d'Auckland. C'est une zone naturelle protégée, couverte de forêts natives néo-zélandaises denses, avec des sentiers de randonnée, des cascades et des plages sauvages. Quelques minutes plus tard, Jesse a également cherché comment faire les feux les plus chauds, puis a tranquillement consulté les sites proposant le meilleur des films X. À 6h du matin, ses recherches ont changé. Elles portaient sur la rigidité cadavérique, les sacs extra larges et les nettoyants pour moquettes. Dans l'après-midi du 2 décembre, il a même cherché à savoir s'il y avait des oiseaux charognards en Nouvelle-Zélande. Si on ajoute à ça le fait que Grace n'a jamais quitté sa chambre d'hôtel, tous ces mots-clés macabres sonnent clairement comme des aveux. La famille de la jeune femme, quant à elle, s'efforce de garder espoir. Le 7 décembre, le père de Grace, David, tient une conférence de presse aux côtés de la police. Il demande à quiconque l'ayant vu depuis le 1er décembre de se manifester immédiatement. Son appel à témoins est massivement relayé sur les réseaux sociaux, si bien que toute la Nouvelle-Zélande finit par suivre l'affaire en temps réel, heure par heure. Jesse, lui, est confronté à tous les éléments nouvellement découverts lors d'un second interrogatoire, qui se déroule le 8 décembre en présence de son avocat. Et cette fois, il change de version. Il admet qu'il a effectivement regagné sa chambre avec Grace et qu'ils ont eu des rapports sexuels. Mais il y a eu un incident. Jesse raconte qu'il s'est endormi sous la douche, en précisant qu'il s'est réveillé le lendemain matin pour trouver Grace inanimée sur le sol. Elle était nue, et du sang coulait de son nez. Le jeune homme affirme qu'il a crié son prénom, et qu'il a essayé de la réveiller, sans résultat. Alors il a composé le numéro des secours. Il a hésité un instant, et n'a pas appuyé sur la touche pour passer l'appel. Jesse n'a pas téléphoné, parce qu'il avait trop peur de ce que tout ça allait avoir l'air aux yeux des autorités. Autrement dit, il avait peur d'être pris pour un meurtrier. Ensuite, il confie aux enquêteurs qu'il a placé le corps de Grace dans une valise, mais que pour la faire rentrer dedans, il a dû le plier, ce qui l'aurait fait sangloter et vomir. Suite à ce second interrogatoire, les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition pour fouiller la chambre de Jesse, qui est en fait l'endroit où il habite. Bah oui, il ne séjourne pas dans une chambre d'hôtel classique. Il vit dans un studio au City Life Hotel. Jesse n'est pas un touriste de passage dans l'établissement. La chambre 308 est son appartement. Un appartement dans lequel il s'est visiblement passé des choses pas jolies. Quand les techniciens aspergent les lieux de luminol, il n'y a plus aucun doute possible. Ce produit chimique réagit au contact du sang. Il permet de mettre en évidence des traces invisibles à l'œil nu. Et là, il révèle une présence massive d'hémoglobine. Le même jour, l'enquête bascule officiellement, passant d'une disparition inquiétante à un homicide. Jesse sait qu'il est le seul suspect dans l'affaire, mais aussi que les preuves de sa culpabilité le mettent dos au mur. Donc il finit par indiquer aux enquêteurs l'endroit où il a enterré Grace, sans qu'on lui force réellement la main, dans les Waitakere Ranges. Le soir du 8 décembre, il est formellement arrêté, puis inculpé pour meurtre. Son nom est immédiatement interdit de divulgation par les tribunaux néo-zélandais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne l'ai pas donné au départ, et qu'on l'ignore. Le 9 décembre, les équipes convergent vers la zone indiquée par Jesse, et à 16h, ils trouvent une valise enterrée dans une tombe peu profonde, à peine dissimulée sous la surface. Grace est à l'intérieur, en position fétale,
tête vers le bas. Dans les jours qui suivent, la Nouvelle-Zélande s'arrête et la première ministre prend la parole pour s'adresser directement à la famille Millane. Elle évoque l'évidence. Grace aurait dû être en sécurité dans le pays et elle ne l'a pas été. Mais pendant que les Néo-Zélandais rendent hommage à la jeune femme, une question demeure. Qu'est-ce que son meurtrier a fait entre le moment où elle est morte dans sa chambre et celui où les caméras l'ont filmé tirant une valise dans le couloir de l'hôtel? À 1h30 du matin le 2 décembre 2018, Grace est morte dans l'appartement de Jesse au City Life Hotel. Sa dépouille n'est pas encore froide, que l'homme est déjà sur son téléphone, à faire les recherches diverses et variées dont je t'ai parlé plus tôt dans la vidéo. Et vu qu'il a consulté des sites de documentaires sur la reproduction humaine, on peut imaginer qu'il n'a pas fait que récolter des informations. Je veux bien donner des détails, mais faut pas pousser non plus. Après ça, il prend 7 photos explicites du corps de Grace en la plaçant dans différentes positions, ainsi que des captures d'écran de son profil Instagram. À 6h du matin, il commence à faire les recherches les plus macabres du lot, et entre 2 mots-clés, il nettoie son studio. À 8h14, il quitte l'hôtel pour se rendre dans des supermarchés voisins, pour acheter une grande valise et des produits d'entretien. Maintenant, il lui faut un véhicule pour se rendre dans les Waitakere Ranges. À 10h40, il prend donc un taxi pour rejoindre un loueur de voitures, et repart au volant d'une Toyota Corolla rouge, louée pour 24 heures. Sauf qu'il ne s'arrête pas là. Pendant qu'il fait ses courses, il envoie un message à une autre femme sur Tinder pour organiser une rencontre avec elle dans l'après-midi. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne perd pas de temps. Plus tard, il prend donc sa voiture de location pour se rendre à Ponsonby, où il doit retrouver celle avec qui il a rendez-vous. Pendant ce temps-là, le corps de Grace est plié dans une valise, toujours entreposée dans sa chambre du City Life Hotel. Assis en face de son nouveau rencard dans un bar, Jesse ment comme un arracheur de dents. Ce qu'il raconte sur lui ou sa vie change en fonction des femmes qu'il rencontre. Entre diagnostics de cancer fictif, affiliation à des gangs et postes de direction inventés de toutes pièces, Jesse incarne juste le personnage qui peut l'aider à arriver à ses fins. À cette potentielle conquête, il dit qu'il a été manager chez Woolworths, une chaîne de supermarchés en Australie, et qu'il vient d'être recruté chez Fonterra, une entreprise dans l'agroalimentaire. Il affirme aussi que son meilleur ami s'apprête à devenir procureur de la couronne de Nouvelle-Zélande. Quand la jeune femme lui demande ce qu'il a fait de sa journée, il ment pas. Il répond qu'il a désespérément cherché à se procurer un sac de sport, mais qu'il n'a pas réussi à en trouver un assez grand. Après ça, la conversation dérive vers un procès pour meurtre auquel elle a assisté. Jesse lui parle alors de l'histoire d'un homme qui a demandé à sa petite amie d'avoir un rapport sexuel brutal, pendant lequel il a été accidentellement tué. Ensuite, il a le culot de lui dire, et je cite, que c'est fou que quelqu'un puisse faire un seul mauvais geste et se retrouver en prison pour le reste de sa vie. Puis il ajoute que ses amis policiers ont beaucoup de mal en ce moment dans les Waitakere Ranges, parce que les chiens de recherche ne peuvent pas détecter les corps enterrés à moins d'1,20 m de profondeur, et que c'est une très grande zone. À ce moment-là, la femme sent visiblement qu'il y a quelque chose de pas net chez lui. Preuve en est, quand elle rentre chez elle, elle le fait par un chemin différent de l'habituel, tout en vérifiant qu'il ne la suit pas. Dans l'instant, elle ne sait pas exactement pourquoi elle fait ça. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu raison. Vers 17h45, Jesse retourne à l'hôtel et loue un appareil de nettoyage de moquette dans un supermarché de Kay Street. Il prétexte qu'il a une tache de vin rouge à faire partir. À ce niveau, c'est comme demander à ChatGPT comment faire disparaître un poulet de 70 kilos. Il revient, il nettoie l'appartement une seconde fois plus scrupuleusement et descend au rez-de-chaussée de l'hôtel pour se procurer un chariot. Ensuite, il remonte au 3e étage pour charger 2 valises dessus, dont l'une contient le corps de Grace, et redescend dans le hall. Jesse se déplace tout à fait normalement, sans se presser ou regarder autour de lui, comme s'il n'était pas en train de transporter la dépouille d'une femme. Les caméras le filment alors qu'il traverse le hall de l'hôtel, glisse les 2 valises dans le coffre de la Toyota garée devant l'entrée, et partir la stationner dans un parking à côté. Le 3 décembre, il prend la route en direction des Waitakere Ranges, s'arrête pour acheter une pelle en chemin et s'engage sur la Scenic Drive. Une fois là-bas, il s'enfonce dans la végétation, à 10 mètres de la route, pour creuser une tombe dans laquelle il enterre la valise contenant la dépouille de Grace. La voiture de location est restituée le même jour à midi, bien nettoyée, avant d'être louée à nouveau par un autre client. Elle est retrouvée par la police le 8 décembre à Taupo, une ville à 275 km au sud d'Auckland. Le même jour, Jesse glisse les affaires de Grace dans un sac poubelle noir et le dépose dans une corbeille du parc Albert, à quelques rues de l'hôtel. Il emmène également les vêtements qu'il portait la veille dans un pressing. Quand il dispose de son corps, Grace n'a pas encore été portée disparue. Une fois qu'il a fait tout ça, Jesse reprend donc sa vie tranquillement, comme si de rien n'était. Ce que les caméras, les données téléphoniques et les reçus d'achat reconstituent quand on les met ensemble, c'est pas le portrait d'un homme qui a paniqué, c'est celui de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Ce qui pousse à se demander si c'est la première fois qu'il fait un truc pareil.
Le procès de Jesse, qui s'appelle en réalité Jesse Kempson, s'ouvre devant la haute cour d'Auckland le 4 novembre 2019. Maintenant que tu as son identité complète, c'est l'occasion pour moi de t'en dire un petit peu plus sur lui. Jesse a grandi dans les banlieues de Wainuiomata et Porirua, deux quartiers populaires dans la région de Wellington. Des banlieues qui ont décidé de compliquer la vie des Français qui racontent des affaires criminelles. À Aotea College, il a même joué au softball à un niveau régional. Il était bon et reconnu dans cette discipline. En gros, rien chez l'adolescent qu'il était ne laissait présager ce qu'il allait devenir. Et c'est à noter, parce que bon, en général ça massacre des chats ou des oiseaux. Vers 2013, il est parti s'installer à Sydney, en Australie, où il a travaillé comme barman et ouvrier du bâtiment. Il a même développé un accent australien. Ce qu'il fait vraiment là-bas reste flou. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2016, Jesse est rentré à Auckland, en prétextant vouloir s'occuper de sa grand-mère malade dans le quartier de Takanini. C'est à ce moment qu'il est devenu obsédé par les applications de rencontres, et a commencé à brancher des femmes sur Tinder de façon compulsive. Des femmes envers lesquelles il n'était pas doté de bonnes intentions, sans pour autant être capable de l'assumer quand il est placé face aux conséquences de ses actes. Au procès, Jesse plaide non coupable du meurtre de Grace. La défense avance quant à elle une thèse pour le moins dérangeante, que la famille de la victime va devoir encaisser pendant 3 semaines. Les avocats de l'accusé soutiennent que Grace aurait demandé à être étranglée. Sa mort ne serait donc que le résultat d'un jeu sexuel consenti qui aurait mal tourné. Cette défense repose sur un principe simple. Si la victime a consenti à la base, alors il n'y a pas de meurtre. Ce que l'accusation oppose en premier à cet argument, ce sont des faits médicaux. La cause officielle du décès de Grace est une pression soutenue sur son cou, longue de 4 à 5 minutes minimum. C'est la durée planchée qu'il faut pour tuer quelqu'un par strangulation. Mais le procureur parle plutôt de 5 à 10 minutes. D'ailleurs, si la cause du décès n'est pas simplement la strangulation, c'est parce que la pression a pu être causée par plusieurs mécanismes. Des mains autour du cou, un avant-bras ou une clé d'étranglement. Le médecin légiste n'a pas pu déterminer lequel avait provoqué la mort de Grace exactement. Ce qui reste certain, c'est que même dans le cadre d'un jeu sexuel, on ne peut pas tuer quelqu'un par accident. En tout cas pas de cette façon-là. Parce qu'avant de rendre son dernier souffle, la victime aurait largement eu le temps de montrer des signes indiquant qu'elle se sentait mal. Des pratiques pour lesquelles Jesse semble avoir des penchants assumés. 3 femmes qu'il a rencontrées sur Tinder témoignent à charge et décrivent tout un homme avec un goût prononcé pour l'étranglement et la contrainte. Il leur avait envoyé des messages évoquant son attrait pour les pieds, la domination et la strangulation. Il ne s'est jamais caché du fait qu'il aimait faire tout ça parce que ça lui donnait un sentiment de supériorité et de contrôle. L'une de ses partenaires raconte qu'elle lui avait dit ne pas vouloir de rapport sexuel. Jesse l'a écouté, mais a quand même poussé sa tête contre son sexe de toutes ses forces pendant une fellation, jusqu'à ce qu'elle n'arrive plus à respirer. La femme a dû lui donner de violents coups pour qu'il lui permette de se dégager, et quand il l'a finalement fait, il a osé lui demander d'un ton accusateur si elle pensait vraiment qu'il avait fait ça exprès. Son rendez-vous Tinder du 2 décembre témoigne elle aussi. Elle dit qu'elle comprend maintenant, que quand il lui a parlé d'un ami qui avait tué une femme pendant un rapport sexuel ce soir-là, il ne racontait pas une histoire. Il testait sa version des faits sur elle, parce qu'il s'attendait à devoir en soumettre une à la police. Enfin, c'est le passé criminel de l'accusé qui remonte à la surface. Il s'avère que 8 mois avant le meurtre de Grace, Jesse a violé une autre touriste britannique rencontrée sur Tinder dans un hôtel d'Auckland. Une femme qui n'a reconnu son agresseur qu'en voyant son visage grâce à la couverture médiatique dont a bénéficié le procès. Avant ça, entre fin 2016 et avril 2017, il avait soumis l'une de ses ex-petites amies à des mois de violences physiques, sexuelles et financières. Il lui a plaqué un couteau sur la gorge en lui disant qu'elle allait mourir ce jour-là et lui a dérobé plus de 18 000 $ d'économie. La victime avait porté plainte, mais si une ordonnance de protection avait bien été accordée, ça n'avait abouti à aucune poursuite judiciaire. Avant de tuer Grace, Jesse avait donc déjà réussi à passer sous les radars de la police plusieurs fois. Mais maintenant, c'est terminé. Le 22 novembre 2019, après 5 heures de délibération, le jury rend un verdict unanime. Il est reconnu coupable du meurtre de Grace Millane. Jesse Kempson est condamné à la prison à vie avec une période de sûreté de 17 ans minimum, le 21 février 2020. Dans sa décision, le juge souligne qu'il n'a pas appelé les secours et s'est au contraire lancé dans une série d'actions coordonnées pour dissimuler toute trace de son crime. Les appels de Jesse sont tous rejetés et l'interdiction de divulguer son nom est levée en décembre 2020. Quant aux 2 autres affaires de violence et de viol pour lesquelles il est jugé séparément, elles aboutissent toutes 2 à des condamnations supplémentaires. Et à raison, vu que Jesse n'a toujours aucun recul sur la gravité de ce qu'il a fait. À la fin de son 3e procès, il s'est permis de crier au juge, je cite, « Vous n'avez aucune raison de me condamner », après avoir été reconnu coupable. David Millane, le père de Grace, est mort peu après avoir vu son meurtrier être puni. Diagnostiqué d'un cancer pendant les semaines qu'il avait passées à Auckland pour le procès,
Il s'est éteint en novembre 2020. De son côté, Gillian, la maman de Grace, a mené une campagne avec We Can't Consent to This, un collectif qui documente les cas de femmes tuées via des jeux sexuels qui auraient mal tourné au Royaume-Uni, pour faire changer la loi, et surtout pour faire comprendre que ce sont sûrement des homicides. Au moment du procès pour le meurtre de Jessie, elles sont déjà 59 à avoir perdu la vie. En 2021, le Domestic Abuse Act inscrit en Angleterre et au Pays de Galles que le consentement ne peut pas constituer une défense lorsqu'une personne inflige des blessures graves pour obtenir une satisfaction sexuelle. L'affaire Grace Millane est le déclencheur direct de cette réforme. En 2024, un documentaire intitulé The Lie, le mensonge, paraît sur Netflix et dès sa sortie, il devient le film le plus regardé de la plateforme en Nouvelle-Zélande. Il s'appelle Le Mensonge parce que c'est ce qu'est la défense du jeu sexuel qui a mal tourné. Un mécanisme qui met la victime en procès à la place de l'accusé. Du genre, elle a pris le risque, j'y peux rien. Une défense que Grace n'a jamais eu la possibilité de réfuter, comme 58 femmes avant elle au Royaume-Uni. Jessie, c'est pas le premier timbré avec les femmes dont je te raconte l'histoire, mais clairement, il me rappelle l'affaire Heather Frank, que je t'avais racontée ici. Si tu connais pas l'histoire, tu devrais aller la voir. On est arrivé à la fin de cette affaire criminelle, un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide énormément. Je te dis à très vite, bye.